Bienvenue sur Horizon Web TV. Aujourd'hui, dans Parlons Sport, nous allons parler football. Nous recevons un journaliste et spécialiste en équipe nationale, Mehdi Dahak, pour parler de la liste dévoilée par Vladimir Petkovic, le programme de la sélection algérienne, les adversaires de l'Algérie en Coupe du Monde et les absents de cette liste qui font déjà débat avec, bien sûr, les supporters au sein des supporters algériens. Mehdi Dahak, notre ami journaliste et directeur du site des Foot, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Walid, merci pour l'invitation. Mehdi, déjà un mot sur la liste dévoilée par Vladimir Petkovic. On a assisté à la conférence de presse. Une liste, il n'y a pas eu beaucoup de surprises, mis à part 2 ou 3 noms. Donc un petit mot sur cette liste dévoilée par Vladimir Petkovic avant le mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les surprises, on les a connues avant que la liste nous soit donnée, puisqu'on a vu les joueurs arriver d'abord à l'aéroport, puis on les a vus s'entraîner à Sidi Moussa sur les images de la fédération. Donc on connaissait à peu près à 95% la liste, dont les surprises, on va dire le retour de Nabil Bentaleb à la place de Ben Nasser, mais aussi l'absence de Bardet Bounjah en attaque. Et donc pour le reste, il y avait très peu de surprises à l'annonce. Il y a eu au niveau des gardiens de but quelques changements. C'est qu'il a appelé 4 ou 5 gardiens pour finalement en prendre 3 plus 1 qui sera réserviste, qui va voyager avec eux mais sans être sur la liste. C'est le gardien du Moulay d'Alger, Abdelatif Ramdan, qui a la surprise. C'est la surprise puisqu'il n'a pas été appelé avant. Il n'était même pas avec l'équipe après. Donc c'est une petite surprise. Et donc il a été pris parce qu'il y avait 2 gardiens qui étaient blessés, Zidane et Mastil, en fin de saison. Donc il y avait un doute sur leur cas. Et c'est ce qui a poussé le sélectionneur à prendre un 4e gardien en plus de Ben Bot. Ben Bot aussi qui effectue son retour après avoir pris ses distances, on va dire, après la CAN, après avoir voulu prendre sa retraite internationale. Il est revenu par la force, on va dire, des supporters qui ont clamé son nom, mais aussi par ses performances avec l'USM Alger. Et donc voilà, on se retrouve avec 4 gardiens, 3 on va dire sur la liste. Donc à savoir maintenant qui sera entre ces 3-là, qui sera le titulaire, entre Zidane qui est parti comme étant le titulaire du poste depuis quelques mois, mais qui est blessé, incertain avec les derniers matchs. Ben Bot, qui, comme on l'a dit, qui est performant avec son club, qui joue, et le jeune Mastil, qu'on n'a pas vraiment eu le temps de voir, puisqu'il a joué contre le Guatemala, où on a gagné 7-0. Il n'a pas eu vraiment l'occasion de montrer ses qualités. Justement, Petkovic a confirmé hier qu'il a préféré retarder cette liste jusqu'au dernier moment par rapport à certains joueurs, et surtout par rapport au poste du gardien. Et il avait des doutes sur l'état de Lucas Zidane. Est-ce qu'il sera prêt déjà pour le mondial? Hier, on l'a vu à l'entraînement, il y avait les 4 gardiens qui se sont entraînés devant le public. On a pu voir notamment que Ramdan a de belles qualités, notamment. Mais je pense qu'il saura plus dans les jours et les semaines à venir. Et, les semaines, il n'y a pas beaucoup de semaines qui nous séparent de la Coupe du Monde. Et il va y avoir les matchs amicaux, 2 matchs amicaux. Est-ce qu'il va donner la chance à un joueur comme Ben Bot à cette occasion, ou est-ce qu'il va essayer Zidane pour voir s'il a récupéré, ou est-ce qu'il va lui donner du temps de jeu puisqu'il n'a pas joué ces dernières semaines avec son club. Donc toute l'interrogation est là, et il y a 2 matchs amicaux heureusement avant le début de la Coupe du Monde pour être certain de qui sera notre gardien numéro 1 pour cette Coupe du Monde. Il a préféré garder l'ossature de la sélection, surtout en défense, avec Issa Mondi, avec Rami Ben Sebaini, Raina Et Nouri, des joueurs confirmés au sein de la sélection, mais 5 joueurs aussi, qui jouent pour la première fois avec la sélection, surtout après la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le retour de Amin Gouiri qui n'a pas joué avec la Coupe d'Afrique, Nabil Bentaleb, mais aussi la convocation de Bembouali et de Ryan Rejmis, donc pour la première fois avec la sélection qui va participer au mondial. Ces 2 joueurs, le profil de ces 2 joueurs, Petkovic a préféré appeler Bembouali à la place de Bardet Bounjah et Rejmis à la place de Ilan Kbal, qui a été déjà sélectionné avec la sélection. Pour revenir un petit peu au choix, au niveau de la défense, on avait des doutes ces dernières années, mais maintenant on a été rassuré depuis quelques mois. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a gardé ses joueurs connus, d'autant plus qu'on risque de jouer avec 3 défenseurs centraux contre l'Argentine, ce qu'on a vu en préparation avec l'Uruguay. C'est pour ça qu'il y a autant de défenseurs. Et vous avez parlé de Ben Sebaini, de Issa Mondi et sans doute de Bled. Je pense que c'est le trio qui risque d'être un peu titulaire. Ensuite, il y a le retour de Tougaï qui est un peu étonnant, puisque
Bon, il n'a pas été appelé ces derniers temps en sélection. Avec Taraji, c'était assez moyen, même s'il a réussi quand même une bonne fin de saison. Il y a des interrogations. Et puis, il y a les joueurs Chergui et Abada qui arrivent, qui ont l'avantage de pouvoir jouer sur les côtés. Pour revenir à votre question par rapport à ces joueurs comme Redjmis et Ben Bouali, oui, ce sont des choix forts parce que Redjmis, il arrive un peu en troisième position en tant qu'ailier droit, derrière Mahrez et Anis Hadj Moussa. Donc on s'interroge pourquoi prendre trois ailiers droits alors qu'on a un seul véritable ailier gauche avec Boulbina, même si Amoura peut aussi jouer à ce poste. Donc c'est étonnant. D'autant plus qu'on a parlé un petit peu aussi du fils Bloumi qui a réussi une très belle fin de saison et qui pour moi est peut-être un peu plus complet que Redjmis, qui est un ailier mais qui n'est pas forcément un joueur qui peut jouer à différents postes. Ensuite pour Ben Bouali, oui, c'est un joueur qu'on a découvert récemment en Italie, le dernier stage contre l'Uruguay et le Guatemala. C'est un joueur qui a de très bonnes qualités, qui peut jouer un peu comme Bounjah, dos au but, en tant que pivot, mais il n'a pas l'expérience de Bardet Bounjah. Donc c'est vrai que ça reste très étonnant l'absence de Bounjah, d'autant plus que c'est un élément qui a été écarté sans qu'on nous dise vraiment pourquoi. C'est qu'on reste un petit peu sur une interrogation depuis la CAN, depuis la fin de la CAN, depuis l'élimination contre le Nigeria. Le joueur n'a pas été rappelé. Au dernier stage, le sélectionneur a expliqué qu'il voulait voir d'autres joueurs. C'est pour ça qu'il a rappelé notamment Amin Chiaha. Mais finalement, on voit que Bounjah n'est vraiment pas là et on peut dire qu'il est écarté sans avoir d'explication réelle de la part de l'entraîneur. Et il y a un autre nom absent de cette liste, Ismaël Ben Nassar, qui revient surtout le dernier mois, mais Petkovic a préféré l'union de terrain habituelle avec Boudaoui, avec Brahim Maza, Zerouri et le retour de Nabil Bentaleb. Oui, c'est un joueur très important dans l'effectif de l'équipe nationale. Il a compté sur lui notamment à la CAN. Malgré sa blessure, il a attendu, il a vraiment compté sur lui, mais malheureusement, il a encore rechuté durant la CAN. Et ces dernières années, malheureusement, Ben Nassar, c'est très compliqué de voir un petit peu, de miser sur lui, vu le nombre de blessures qu'il a subies, les rechutes qu'il a eues. Et malgré tout, il a choisi de partir dans un club, le Dynamo Zagreb, dans un championnat un peu moins huppé que son niveau, parce qu'il était quand même au niveau du Milan AC. Et malgré le fait qu'il soit revenu en fin de saison, qu'il ait participé au titre de champion, il a joué 2-3 matchs en fin de saison, le sélectionneur a estimé que ce n'était pas suffisamment rassurant pour lui pour compter sur un joueur comme Nassar en tant que titulaire, parce que je pense que s'il était venu, c'est pour être titulaire devant la défense, comme joueur très important pour sortir la balle. Et il a finalement préféré miser sur on va dire une valeur sûre, entre guillemets, qui est Nabil Bentaleb, qui lui, pour sa part, a réussi une très belle saison avec Lille en France, mais qui a un passif un peu particulier avec la sélection, c'est qu'il est arrivé très jeune, à 19 ans, en 2014, mais à chaque fois, il y a eu des problèmes avec plusieurs sélectionneurs. Il a été écarté. Justement, là, on parlait tout à l'heure du cas Bounjah. On s'interroge, est-ce que c'est un cas disciplinaire? On sait que dans le cas Bentaleb, il y avait des cas disciplinaires ou des incompatibilités, on va dire. Mais finalement, le sélectionneur nous a dit hier que non, c'est un joueur qui va très bien avec son groupe. Voilà, donc on ne sait pas, est-ce que c'est de la langue de bois ou c'est une façon de gérer le groupe. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est pétri de qualité, techniquement. Techniquement, c'est vraiment un joueur pétri de qualité. Il est très très fort et on espère qu'il puisse apporter vraiment ce qu'il faut dans cette sélection, d'autant plus qu'il a l'expérience de la Coupe du Monde puisqu'il a participé Bentaleb à la Coupe du Monde 2014. Justement, pour la Coupe du Monde, il y a 3 joueurs seulement dans cette équipe, dans cette sélection, qui ont déjà participé au Mondial de 2014, Nabil Bentaleb, Riyad Mahrez et Issa Mondi. L'expérience de ces 3 joueurs, est-ce que ces 3 joueurs peuvent apporter le plus pour les jeunes joueurs qui participent pour la première fois? Le fait qu'il n'y ait que 3 joueurs, ça nous rappelle le fait qu'on a vraiment été absent durant les 2 dernières éditions, donc ça fait 12 ans. C'est normal qu'il ne reste plus que 3, parfois il y en a en 12 ans, il y en a même plus de joueurs. Oui, Issa Mondi, recordman des sélections, défenseur, et ça a du poids. Riyad Mahrez, est-ce qu'il sera titulaire? On ne sait pas, mais en tout cas, il a une importance même en dehors du terrain. Même si ce n'est pas un leader forcément qui parle beaucoup sur le terrain, qui crie sur les autres. On le voit quand il est sur le banc, on le voit à l'entraînement, comment est-ce qu'il dirige, comment est-ce qu'il aide les autres joueurs. Et Nabil Bentaleb, il a aussi cette expérience, même s'il n'a pas forcément la même expérience que Mondi et Mahrez en sélection. Il a une expérience suffisante, le fait d'avoir joué très jeune en Angleterre, il a joué en Allemagne. Donc il a une expérience en tant que joueur qui peut aider, d'autant plus qu'au milieu, on a beaucoup de jeunes joueurs comme Maza, comme Titraoui, donc il peut apporter ce plus.
Maintenant, le plus important, c'est la préparation pour ce mondial. Ça commence déjà avec 2 matchs de préparation. Le premier dans quelques jours à Rotterdam contre une nation qui fait partie des top 5 ou top 10 au classement mondial, les Pays-Bas. Un vrai test. Vladimir Petkovic l'a affirmé hier. Les Pays-Bas, c'est pour préparer le premier match contre l'Argentine. Je pense qu'on a déjà commencé à préparer l'Argentine avec le match de l'Uruguay en Italie au mois de mars. Mais cette fois, c'est affronter une grande nation du top 10 mondial pour vraiment connaître notre niveau. Je pense qu'on a besoin de ça. On a commencé la préparation avec un match contre le Guatemala, une sélection assez faible. On a gagné 7-0, on l'a respecté. Ça a permis de rentrer en confiance. On a essayé quelque chose face à l'Uruguay. Et cette fois-ci, on va se tester contre une équipe vraiment du top mondial qui a les capacités d'arriver facilement en demi-finale, on va dire. Donc c'est pour vraiment se tester. Je pense qu'on va peut-être revoir un petit peu le même système qu'on a vu contre l'Uruguay, sans doute, puisqu'on prépare l'équipe d'Argentine, le champion du monde. On va sans doute attendre un petit peu l'adversaire et essayer de jouer les contre-attaques avec des joueurs très rapides qu'on a. Ça peut être Amoura, ça peut être Maza, ça peut être... voilà, on a plusieurs joueurs voilà, qui sont rapides en transition. Je pense que ça va être un peu ça la façon dont on va jouer. Mais on va voir si on est capable de le faire contre une équipe aussi forte que les Pays-Bas. Le deuxième match contre la Bolivie, une autre nation de l'Amérique latine également, une nation qui a déjà battu même des grandes nations comme l'Argentine. C'est un bon test aussi à quelques jours seulement du premier match et le coup d'envoi du mondial. On a eu un peu de mal justement à choisir ce dernier adversaire. On a voulu un adversaire sud-américain ou un adversaire qui soit pas loin, qui puisse accepter de venir nous rencontrer là où on va être au Kansas à quelques jours du début de notre premier match, une semaine de notre premier match. La Bolivie, c'est une équipe qu'on a déjà jouée avec Vladimir Petkovic au début de son mandat. Oui, ça va être un peu moins fort entre guillemets que les Pays-Bas. Alors, bon, c'est sur le papier évidemment. Ça sera peut-être aussi l'occasion de tester d'autres joueurs, pas forcément les titulaires. Mais ce sera c'est vraiment le dernier moment pour faire les derniers réglages avant de se lancer pleinement dans la Coupe du Monde. Sur cette liste, le joueur attendu peut-être par la sélection, on parle beaucoup de Brahim Maza en forme, un joueur maintenant qui, selon les médias spécialisés donc dans les transferts, qui fait presque 45 millions d'euros. Donc c'est un joueur très attendu et c'est l'occasion pour Brahim Maza de prouver son talent avec des grandes nations comme l'Argentine ou comme l'Autriche pour prouver qu'il sera l'un des leaders de cette sélection donc dans les années à venir, pourquoi pas. C'est un jeune joueur, il n'a que 20 ans. Ce qui est bien, c'est qu'il a déjà joué la CAN avec nous, il a déjà testé une grande compétition. Il était titulaire. On a vu ses qualités, mais on a vu aussi qu'il avait encore à apprendre. Mais la saison qu'il a fait avec Leverkusen cette saison, notamment en Champions League, laisse montrer que c'est un joueur qui est déjà très mature pour son âge et qui a des grandes capacités. Capacité de sortir le ballon, de monter avec, de servir ses coéquipiers, de redescendre, défendre. Donc il a vraiment beaucoup de qualités techniques. Ce n'est pas étonnant que de grandes équipes européennes qui misent toujours sur des jeunes talents d'avenir s'intéressent à lui. Je pense que c'est un joueur qui, s'il continue comme ça, la tête sur les épaules, il peut vraiment viser un top club européen du type Barcelone, Real, City ou Bayern, ce type de club qui joue les titres en Champions League chaque saison. Et on espère par la même occasion que ce soit notre leader technique, notre leader qui nous apporte justement ce plus que va laisser peut-être un Riyad Mahrez en partant à la retraite après la Coupe du Monde. Donc voilà, on a besoin de ce type de joueur et je pense que même ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrai numéro 10, de vrai meneur de jeu à l'ancienne et on espère que ce soit lui. Mehdi, j'aimerais parler un peu des adversaires de l'Algérie lors de ce mondial. Bien sûr, le premier adversaire, c'est les tenants du titre, l'Argentine, avec Lionel Messi qui va jouer certainement son dernier mondial lui aussi. L'Argentine qui se prépare également pour cette Coupe du Monde avec 2 matchs de préparation contre l'Honduras et contre l'Islande. C'est les 2 matchs de préparation de l'Argentine. L'entraîneur Scaloni a dévoilé la liste des joueurs convoqués avec Lionel Messi, avec plusieurs joueurs, notamment 5 joueurs de l'Atlético Madrid, des joueurs de Tottenham, Fiorentina. C'est une armada de joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Donc l'Argentine reste toujours un grand favori pour conserver son titre. Oui, c'est sûr, mais la concurrence va être rude. On est à 48 équipes cette année, et puis c'est toujours difficile de garder son titre de champion du monde. Mais comme vous l'avez dit, l'effectif reste
renouveler. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent, notamment à Atlético Madrid avec Simeone. Donc c'est vraiment, il y a on va dire un noyau avec les stars habituelles, notamment Messi. Mais nous, en tant que sélection, on a l'habitude de toujours briller contre les grandes équipes. On se rappelle déjà Ça peut de être la l'Allemagne première en participation, 82, l'Allemagne et le le Brésil Brésil en en 86, 86, voilà. l'Angleterre en L'Angleterre, 2010. ouais, quand Mazal Nasr, on a gagné 0-0 contre l'Angleterre. C'est vrai que c'était un match où on a réussi à imposer malgré toutes les difficultés qu'on a eues. Généralement, on arrive vraiment à se sublimer contre les grandes équipes. Si on est prêt, je pense que physiquement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais ça va être dur à gérer. Il va y avoir tactiquement, ça va être un match. Il va falloir se battre, il va falloir pas commettre d'erreurs. Et après, je pense que pour le reste, on a tout dans notre effectif, on a ce qu'il faut pour pourquoi pas même battre cette équipe. Le deuxième match contre la Jordanie qui participe pour la première fois. La Jordanie battue contre 4 la à 1. Suisse 4 buts à 1. Un deuxième match pour la Jordanie contre la Colombie. Donc, il faut passer le test contre l'Argentine pour essayer de battre cette équipe de la Jordanie qui sera à la porte pour le deuxième tour. Oui, il faudra. Sur papier, dans ce groupe, c'est la Jordanie est à la portée de la sélection algérienne. Oui, a priori, mais sauf qu'on a vu la Jordanie, moi je l'ai vu durant la Coupe arabe au Qatar. On n'avait pas beaucoup misé sur elle, mais c'était un pays qui travaille beaucoup. Même s'il leur manque quelques éléments qui sont blessés. Je pense qu'il faut se méfier du résultat contre la Suisse. Il ne faut pas miser dessus. Il ne faut pas dire qu'ils ont perdu 4 à 1, donc c'est une équipe facile. Il n'y a aucun match qui est facile, d'autant plus, comme vous l'avez dit, après le match de l'Argentine. Imaginez qu'on réussisse un résultat contre l'Argentine. On peut très vite tomber dans une certaine euphorie et se dire, voilà, prendre un peu avec facilité le match suivant. Je pense qu'il faut, voilà, il faut vraiment bien préparer, même le deuxième match contre la Jordanie. Le troisième match contre l'Autriche. Il y a une motivation. Pour les anciens joueurs, surtout des années 80, bien sûr, du Mondial 82, pour eux, c'est un match revanche pour cette équipe, pour se venger, entre parenthèses, de ce qui s'est passé en 82. C'est un match très important, mais c'est une autre génération. C'est des joueurs qui évoluent beaucoup plus en Allemagne, en Bundesliga. Donc, tactiquement, c'est des joueurs qui sont bien formés. Même s'ils jouent en Bundesliga, ils sont formés chez eux et ils ont une vraie formation au niveau de l'Autriche, au niveau des clubs autrichiens, même si ce n'est pas des clubs qui brillent dans les coupes européennes. Ils travaillent vraiment très bien. Donc c'est un football qui est pas forcément, qui ne ressemble pas seulement à l'Allemagne, il ressemble un peu à la Suisse, un peu même les Pays-Bas. Il y a quelque chose vraiment de particulier dans leur jeu, beaucoup de pressing. Et pour revenir à la motivation, je pense qu'il n'y a pas de motivation plus idéale pour le sélectionneur que d'expliquer aux joueurs que cette équipe, que ce pays a privé notre sélection en 1982 d'une qualification historique. Et donc, il y a vraiment une revanche à prendre et je pense que les joueurs peuvent être sensibles à ça. L'objectif pour la sélection algérienne, c'est déjà au moins atteindre le deuxième tour et réaliser la même performance qu'en 2014, même si pour cette édition, c'est 48 équipes. Donc, le deuxième tour, c'est l'équivalent des 16e de finale. Pour le moment, il n'y a pas d'objectif qui a été assigné. En tout cas, on a demandé au sélectionneur. Je pense que déjà l'objectif, c'était de retrouver... Le sélectionneur a déclaré hier qu'on va jouer match par match oui. et essayer d'aller le plus loin possible. On espère nous aussi aller le plus loin possible. Mais j'espère qu'ils ont quand même quelques objectifs. Je pense que les joueurs eux-mêmes ont quand même des objectifs. Et se dire que... Je pense que le fait qu'un Mahrez ou un Mandi ait participé, même Ben Taleb, à 2014, et où on n'était pas loin d'atteindre les quarts de finale face à l'Allemagne, je pense que c'est quand même quelque chose qui doit leur rester en tête, de se dire que bon, faut quand même, on a les capacités, les moyens d'aller loin. Il faut viser au minimum les huitièmes, voire les quarts de finale. Mahdi, avant de se quitter, bien sûr, on a parlé de la sélection algérienne. Il y a 3 joueurs, peut-être plus, qui vont jouer pour la dernière fois le mondial. On parle de Riyad Mahrez, Issa Mandi, peut-être Ben Sebaini, Nabil Bentaleb et d'autres joueurs. Mais aussi, même pour les autres sélections, je peux vous citer 3 noms qui vont participer pour la 6e fois. Et pas pour la 2e fois. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et le gardien de la sélection mexicaine, Ocho. Donc c'est un record pour ces 3 joueurs de participer 6 fois d'affilée à une phase finale de Coupe du Monde. 6 fois, quand on calcule tous les 4 ans, ça fait, je crois, 14 ou 18 ans. Voilà, c'est énorme. Hein. Ça veut dire que ça prouve aussi la longévité de ces joueurs-là au niveau international. C'est ce qui est rare. Quand on connaît l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo, on voit ce que ça demande de durée. Et je pense que c'est quelque part
un trophée pour un joueur de démontrer qu'il est capable de rester au plus haut niveau aussi longtemps que ça. Messi a remporté la Coupe du Monde, Cristiano pas Ah. encore. Donc c'est un défi pour Cristiano Ronaldo d'aller chercher le seul trophée qui manque à son palmarès. L'équipe du Portugal, elle a eu des générations dorées qui n'ont malheureusement pas réussi à avoir de titres. Je ne sais pas si cette génération actuelle leur permettra d'aller loin, mais évidemment, ça reste son rêve le plus absolu, et pourquoi pas contre nous en finale. Mehdi, avant de se quitter, quelques questions rapides pour vous. Le grand favori pour remporter ce mondial? Cette année, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Je pense que La France qui possède une génération oui, de jeunes toujours talents. depuis quelques années, elle est toujours parmi les favorites puisqu'elle fournit des joueurs un peu partout qui jouent dans tous les plus grands championnats du monde, mais je dirais même l'Espagne. Même si l'Espagne c'est une jeune génération, on a vu beaucoup de jeunes. Ils peuvent très bien reprendre après avoir passé quelques années, après leur génération dorée des années 2010. Ils ont eu un petit passage à vide. Ça a été relancé par Luis Enrique. Je pense que ce n'est pas impossible que l'Espagne puisse aller loin. Ensuite, évidemment, toujours l'Allemagne. L'Allemagne, on ne sait jamais. Tout est toujours possible. Après, pour le reste, c'est compliqué. L'Argentine, le Brésil. Bon, même si le Brésil, avec le retour de Neymar, on ne sait pas si c'est pour faire le spectacle ou si c'est pour jouer sérieusement. Le Brésil peut toujours faire une surprise. Donc je pense que ça va être toujours les mêmes. Ensuite, pourquoi pas une surprise. Une surprise de la part d'une nation africaine. Pourquoi pourquoi pas pas. l'Algérie, le Sénégal également? Oui, tout à fait. Le Sénégal, on se rappelle des demi-finales qu'ils ont réussi déjà à atteindre. Malgré que le Sénégal a été battu contre les États-Unis en amical. Oui, ils ont été battus, mais je pense qu'ils ont les ressources qu'il faut. Et ils ont maintenant l'expérience qu'il faut pour, pourquoi pas, aller loin. Le joueur peut-être attendu dans ce mondial, Lamine Yamal ou d'autres joueurs? Peut-être, je pense qu'il y aura des surprises. Je pense qu'il y aura des joueurs qu'on va découvrir. Mais il y a plein de jeunes joueurs. Toutes les sélections ont des jeunes joueurs sur lesquels ils misent. Et c'est pour ça que je suis content que nous-mêmes, on mise aujourd'hui sur des jeunes joueurs comme Maza, comme Tetraoui, pourquoi pas. Je pense que il y a quelque chose qui a changé dans le football mondial aujourd'hui. Avant, on comptait beaucoup sur l'expérience, sur des milieux de terrain un peu rusés. Alors qu'aujourd'hui, c'est bien de compter sur des joueurs capables techniquement d'aller en transition. Il y a aussi du côté de l'Espagne aussi, il y a beaucoup de jeunes joueurs de ce type-là. Donc je pense qu'il y a, il peut y avoir plusieurs jeunes joueurs en dehors des stars un peu comme Yamal qui peuvent émerger durant cette CAN. Dernière Cette question. Coupe du Monde, pardon. Dernière question, Mehdi. J'aimerais avoir votre avis sur cette édition du mondial avec 48 équipes organisées dans 3 pays différents. C'est une édition, une première édition avec 48 équipes. Est-ce qu'on va voir la meilleure édition d'un mondial? Je ne sais pas. Franchement, je ne saurais pas vous dire si ce sera la meilleure édition. Il y a les distances, il y a aussi le nombre d'équipes. C'est peut-être un peu beaucoup. Parce que déjà à 32, on avait du mal à suivre tous les matchs. Pour les passionnés, on a envie de voir toutes les équipes, justement pour se mettre pendant un mois, se concentrer, voir ce qu'il y a de mieux ce qu'il y a de mieux dans le football mondial. Avec 48, c'est très compliqué. En plus, les horaires, notamment nous concernant, c'est compliqué de suivre tous les matchs, mais bon, on espère au moins voir du beau football. Mehdi Dahak, journaliste et directeur du site spécialisé des Z-Foot, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, n'oubliez pas les rendez-vous de la sélection algérienne contre les Pays-Bas et contre la Bolivie avant, bien sûr, le coup d'envoi du Mondial 2026 dans quelques jours. Restez branchés sur Horizon Web TV. À très bientôt.